Alors, dernier thème d'histoire. Donc on garde motivation sans faille. Si vous en êtes là, c'est que vous avez bien avancé. Il reste 3 chapitres et là, on commence donc le premier des 3 derniers chapitres d'histoire qui s'intitule, je prends mon souffle, Gouverner la France, État, gouvernement, administration, héritage et évolution. Alors ça va impliquer un gros travail de définition dans l'introduction. Et puis ensuite, vous allez voir que finalement, l'affaire est assez simple. Alors, il faut revenir finalement sur qui gouverne, sur l'idée de l'État. Et avoir en tête que la France a une spécificité vis-à-vis de son État, puisque l'État français est très ancien. Il remonte au Moyen-Âge. On peut le faire remonter à Philippe Auguste, qui centralise cet État et qui crée une administration pour le faire fonctionner. Définissons l'État. L'État, on peut dire que c'est une entité politique et juridique qui exerce sur une population et un territoire le pouvoir de gouverner et de décider de mettre en œuvre cette politique à travers une administration. Donc vous voyez là, on a indirectement défini ce qu'était gouverner. Gouverner, c'est prendre des décisions dans le cadre d'un État, et l'administration sert au fonctionnement quotidien de cet État. Elle est directement liée, donc, à l'acte de gouverner la France. Alors, une fois qu'on a posé ces définitions, il faut revenir sur la date. Depuis 1946. Pourquoi 1946 ? On est après la Seconde Guerre mondiale et on est après les années Vichy qui ont été marquées par une façon arbitraire de gouverner. Et donc, il y a tout un enjeu pour les acteurs de la vie politique française de recréer un lien entre l'État et les Français et de restaurer la souveraineté de l'État. Et donc, de 1946 à nos jours, gouverner la France va connaître des évolutions. Cependant, la tradition étatique étant très ancienne en France, gouverner va s'appuyer sur des héritages importants. Et là, donc, on a défini la fin de notre sujet, héritage et évolution. Voilà comment il fallait bâtir cette introduction. Donc la problématique, c'est quelle est la place de l'État et l'évolution de son rôle en France de 1946 jusqu'à nos jours. 3 parties pour y répondre avec un plan chronologique. La période de l'après-guerre, qui est une période de démocratisation et de modernisation dans la façon de gouverner. Cette période de l'après-guerre, on va la faire aller de 1946 à 1958. En gros, le temps de la 4e République, même si ce n'est pas un cours sur l'institution. Démocratisation, c'est ce qu'on va voir dans le grand A. D'abord, démocratisation par une démocratisation des institutions républicaines, démocratisation de la République. Et effectivement, la 4e République réaffirme très fortement son caractère démocratique en s'appuyant sur les valeurs de la 3e République de 1871, donc un héritage. Et en s'appuyant aussi sur le travail du Conseil national de la résistance et du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Pourquoi peut-on dire que c'est une république démocratique ? C'est une république démocratique car c'est une république parlementaire. C'est-à-dire que le centre du pouvoir de la 4e République se trouve au Parlement. Ce qui renforce le pouvoir au Parlement, c'est que c'est le seul organe de la 4e République qui est élu au suffrage universel direct, à la proportionnelle, pour une meilleure représentation de la diversité politique des Français, à un tour. Par ailleurs, démocratisation, car nous avons là le droit de vote des femmes à partir de 1945, et ce qui marque un changement fondamental par ailleurs par rapport aux périodes précédentes. Au-delà de cette démocratisation des institutions, on a aussi un changement dans la manière de gouverner avec un État qui devient très interventionniste
dans l'économie, mais dans la société. C'est ce qu'on appelle le dirigisme étatique. Alors dans le domaine économique, cet interventionnisme se traduit par deux politiques. D'abord, c'est la politique de planification, c'est-à-dire de décision depuis l'État des grandes réformes économiques, des grands travaux qui doivent être mis en œuvre, avec la création en 1945 d'un commissariat au plan qui est d'abord dirigé par Jean Monnet. Et dans un second aspect, c'est par la politique de nationalisation des secteurs économiques stratégiques pour la reconstruction de l'économie française, en particulier le secteur énergétique avec la nationalisation d'EDF, et le secteur financier pour pouvoir faire crédit aux entreprises avec la nationalisation de la Banque de France. N'oublions pas qu'il y a quelques nationalisations punitives dans le cadre de l'épuration du régime de Vichy. On peut penser à l'entreprise Renault. Est-ce un changement complet, ce dirigisme étatique? Non, dans la période précédente et la période vichysoise, il y avait déjà un fort contrôle de l'économie par l'État. Donc on est là dans une modification d'un héritage français, d'une tradition de contrôle de l'État sur l'économie. Le deuxième aspect, qui est lui aussi une forte évolution de la vie politique française, c'est la mise en place d'un État social, avec l'affirmation dans la Constitution de la 4ème République de son caractère social, République laïque, démocratique et sociale, et la mise en œuvre concrète de ce qu'on appelle l'État-providence, qui est un calque du modèle anglais du welfare state. Qu'est-ce qui traduit concrètement cette volonté de mettre en place un État-providence? C'est la création en 1945 de la sécurité sociale. Cette sécurité sociale qui fonctionne sur le système de la répartition et d'une cotisation sur l'ensemble de la société. Et tout le monde participe à la sécurité sociale et reçoit selon ses besoins, est censé garantir les risques de la vie humaine tout au long de la vie. C'est-à-dire l'assurance de l'accident du travail, l'assurance du chômage, l'assurance maladie et l'assurance de la retraite à la fin de votre vie. Donc, on a là une grande avancée avec un programme éminemment social, voire socialiste, puisqu'il est construit sur la solidarité de tous pour répondre aux besoins de chacun. Cependant, est-ce que c'est une révolution? Non, c'est une évolution à nouveau. Mais cette fois-ci, il faut remonter un petit peu avant Vichy, même s'il y avait une politique sociale chez Vichy, plus conservatrice. Il faut remonter au Front populaire. 1936, on a déjà des grandes lois sociales avec les fameux congés payés et un embryon d'assurance chômage et de retraite. Enfin, dernier aspect qui est là vraiment une révolution de la vie politique française, c'est la démocratisation de son administration pour assurer le fonctionnement de l'État. Pourquoi peut-on parler de démocratisation de l'administration? Parce qu'on crée une administration réellement publique, avec une formation qui est ouverte à toutes, à tous. Alors, il faut distinguer la haute administration et l'administration publique générale. Pour la haute administration, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires qui vont s'assurer du fonctionnement de l'État dans le cadre des ministères, on crée une école qui est l'ENA, École nationale d'administration, en 1945. Pourquoi cette école est démocratique? Parce que le recrutement de cette école, dans cette école se fait sur concours et non pas sur les ressources. Un étudiant brillant qui n'a pas les ressources suffisantes pour préparer ce concours a le droit à une bourse d'État pour le préparer. C'est une réforme du général de Gaulle. Quel est l'objectif? L'objectif est d'avoir un personnel plus qualifié, avec une véritable formation, ce qu'il n'y avait pas sous la Troisième République, ni sous le régime de Vichy. Et le second objectif est d'avoir un renouvellement du personnel en évitant le principe des héritiers, c'est-à-dire les fils d'eux reprennent le poste du papa ou de la maman.
Il y a eu des critiques qui disent qu'en réalité, le recrutement de l'ENA reste assez faible dans sa diversité sociale, puisque ce sont souvent des fils d'énarques qui deviennent énarques eux-mêmes, ou en tout cas des gens qui viennent de milieux soit très favorisés, soit très cultivés. C'est le cas particulièrement des enfants de professeurs, ne nous le cachons pas. Bon, c'est une boutade. Mais par ailleurs, il y a la création d'une administration publique, elle aussi plus démocratique, puisque en 1946 est créé le statut du fonctionnaire, qui assure un recrutement de la fonction publique sur concours avec une grille de salaire qui est la même pour tous les fonctionnaires, selon leur catégorie. Donc démocratisation de l'administration pour assurer le fonctionnement de l'État au quotidien. Ces réformes démocratiques connaissent cependant des limites, puisque la 4ème République va échouer à régler la question de la décolonisation et en particulier la question de la guerre d'Algérie. Il y a une instabilité parlementaire extrêmement forte par cette république parlementaire qui accorde beaucoup de pouvoir au Parlement, ce qui fait qu'on a une instabilité gouvernementale. On note 25 gouvernements en 12 ans. Et face à la crise algérienne en 1958, on appelle De Gaulle au pouvoir. De Gaulle a toujours été hostile à la 4ème République. Il va accepter de reprendre le pouvoir, mais a profondément changé les institutions et modifié ainsi la manière de gouverner la France. C'est pour ça qu'il est légitime de faire une seconde partie autour de la période gaullienne, 1958-1970, l'affirmation d'un État fort et l'élargissement des compétences de cet État. Alors d'abord, l'affirmation d'un État fort par l'affirmation d'un pouvoir exécutif fort. Il y a une grande différence de philosophie entre la 4e et la 5e République. Le général de Gaulle, dès 1946, dans le discours de Bayeux, s'était opposé à la 4e République en disant que c'était une république faible parce qu'il n'y avait pas un exécutif suffisamment fort pour mener la politique. Donc lui avait toujours défendu une politique forte. Et on retrouve la vision de Gaulle dans la constitution de la 5e République. On met fin à l'instabilité parlementaire en instaurant pour le Parlement un suffrage universel direct majoritaire à 2 tours, ce qui entraîne mécaniquement un Parlement avec un parti majoritaire sur lequel peut s'appuyer le gouvernement pour gouverner, puisqu'il ne sera pas renversé par son parti, puisque son parti aura toujours la majorité des votes. Deuxièmement, on renforce aussi le pouvoir du gouvernement sur le Parlement par un certain nombre d'articles, dont l'article 49.3, qui permet au gouvernement de faire passer une loi au Parlement sans discuter cette loi, en mettant au vote la responsabilité gouvernementale. Et comme le parti majoritaire au Parlement est toujours de la même couleur politique que le gouvernement, eh bien le gouvernement est quasi assuré que ce vote de la responsabilité gouvernementale lui sera favorable, car il est inimaginable que le parti du gouvernement vote contre son gouvernement. Enfin, République qui réaffirme l'importance du pouvoir exécutif en renforçant fortement les pouvoirs du président de la République, qui devient la clé de voûte, l'armature des institutions. D'abord par ses pouvoirs. C'est lui qui oriente la politique extérieure, mais aussi la politique intérieure. En dehors de ses pouvoirs régaliens classiques, il a des pouvoirs qui sont renforcés. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale si la majorité de l'Assemblée nationale ne lui convient pas. Il peut organiser des référendums pour demander directement l'avis des Français sans passer au préalable par l'Assemblée nationale. Il peut avoir les pleins pouvoirs pour gouverner dans des circonstances exceptionnelles, c'est ce que lui permet l'article 16. Par ailleurs, en 1962, à la suite d'une tentative d'attentat au Petit Clamart contre De Gaulle impose une réforme constitutionnelle qui décide de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ce qui n'était pas le cas dans la période 1958-1962. Et cette élection devient l'élection structurante de la vie politique française. Voilà pourquoi on a une 5e République qui renforce le pouvoir exécutif. Cependant, gouverner la France
ne se résume pas à une approche institutionnelle de la question. Il y a aussi, durant la Ve République, un approfondissement de cet interventionnisme étatique que l'on avait déjà vu dans la IVe République, que Pierre Rosan-Vallon, historien de la vie politique française, a appelé l'État keynésien modernisateur. Un État keynésien modernisateur, d'abord dans le domaine social et sociétal, puisqu'il élargit les compétences de l'État. Dans le domaine social, en 1970, est mis en œuvre le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui donc est annexé sur l'inflation, qui vient remplacer le SMIG, qui était le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui n'était donc pas réévalué en fonction de l'inflation et qui avait été créé par la IVe République en 1950. Donc une amélioration des droits sociaux des catégories sociales les plus vulnérables. Par ailleurs, dans le domaine sociétal, il y a un certain nombre de lois qui sont prises dans les années 60-70 qui renforcent en particulier le droit des femmes et le droit des jeunes. C'est le cas de la loi Neuwirth en 1967 qui dépénalise l'utilisation des contraceptifs et en particulier de la pilule, et la loi Simone Veil quelques années plus tard, sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, qui légalise l'avortement. Enfin, toujours sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, le droit de vote passe de 21 ans à 18 ans. Donc des réformes sociétales et des réformes sociales. Dans le domaine économique, la Ve République du général de Gaulle est aussi marquée par un investissement massif de l'État dans le domaine de la technologie de pointe et dans différents secteurs. La France se dote de la bombe atomique en 1960. En 1962, la France lance le premier programme aéronautique supersonique civil avec la naissance du Concorde. Et en 1966, la France lance le premier programme informatique civil avec le plan calcul, même si par la suite ce sont les Américains qui développeront réellement cette informatique civile. Voilà, donc on a un État qui est interventionniste dans le domaine économique et qui est modernisateur dans le domaine social. Par ailleurs, cet État s'occupe de nouveaux domaines de compétences et crée des administrations nouvelles pour administrer ces nouveaux secteurs. C'est le secteur de l'aménagement du territoire et le secteur de la culture. En 1963 est créée une nouvelle administration, la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui aura pour objectif une meilleure répartition des activités françaises sur l'ensemble du territoire, qui va se traduire par la création d'infrastructures. On peut penser à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en 1974 ou aux aménagements touristiques sur le littoral du Languedoc-Roussillon avec le plan Racine. Dans le domaine de la culture, là encore, on crée une administration culturelle avec la création d'un secrétariat d'État à la culture en 1959. Et le premier secrétaire d'État à la culture est, André Malraux, que vous connaissez, qui est un proche du général de Gaulle. L'objectif de la création de ce ministère de la Culture, c'est de démocratiser la culture française, avec la création de maisons de culture en 1961, avec la création des grands musées nationaux, mais aussi de faire rayonner cette culture française dans le monde en accroissant le soft power de la France, avec ces grands musées nationaux ou ces grands aménagements culturels, en particulier à Paris. On peut penser au Centre Pompidou de 1977, à la Pyramide du Louvre de 1989 ou la Bibliothèque François Mitterrand de 1994. Cependant, dans les années 70, on a un changement de philosophie de la manière de gouverner la France qui est très lié à la crise pétrolière qu'il y a eu en 1973 et qui nous amène à
cette troisième partie avec la remise en cause partielle de l'État à partir des années 70. La première remise en cause concerne cet interventionnisme étatique pour des questions idéologiques. On a dans les années 70 une progression très forte de l'idéologie dite néolibérale. Cette idéologie néolibérale, elle s'est faite dans le contexte de la mondialisation et dans le contexte de la crise économique des États à la suite des chocs pétroliers qui ont entraîné des endettements assez forts des États. Elle a été pensée aux États-Unis avec les Chicago Boys, avec l'école de Chicago, et elle a été mise en pratique dans les années 70 en Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher et au début des années 80 aux États-Unis avec Donald Reagan et dans d'autres pays, notamment le Chili avec Pinochet. C'est l'idée du New Public Management, c'est-à-dire désengager l'État d'un grand nombre de responsabilités pour le centrer sur le domaine régalien et laisser les anciennes compétences de l'État dans les domaines économiques, sociaux et culturels au secteur privé. L'objectif étant de réduire les dépenses de l'État. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en 1974, il lance en France cette inflexion libérale dans l'économie. Elle est reprise en 1983, lors de ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, par François Mitterrand, qui pourtant avait été élu sur un programme socialiste qu'il avait tenté de mettre en œuvre entre 1980 et 1983. Cette inflexion libérale se poursuit en 1986 avec l'élection d'un Premier ministre de droite et la première période de cohabitation, Jacques Chirac, qui lance un grand programme de privatisation puisqu'il va privatiser 65 entreprises françaises. Elle se poursuit, cette inflexion libérale, dans les années 2000 avec la mise en œuvre de la loi LOLF, et pas LOL, en 2006, loi organique aux lois de finances qui impose la réduction des dépenses des administrations et notamment le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2 comme principe. Par ailleurs, dans les années 2000, l'État met en œuvre un certain nombre de réformes qui ont pour but de modifier cet État-providence de la 4ème République pour limiter les dépenses de l'État. C'est le cas pour les retraites, où progressivement, on recule l'âge de départ légal à la retraite de 60 ans à 61, 62, 63 pour aller vers 65 et peut-être encore plus dans les années à venir avec comme objectif de limiter la dette de l'État. Par ailleurs, on a une remise en cause de ce dirigisme étatique par un transfert de compétences de l'État vers une autre organisation qui est l'Union européenne. En effet, dans les années 70, on a une relance du processus de construction européenne qui se traduit en 1986 par la signature de l'acte unique qui inscrit le transfert des compétences de l'État, d'une partie des compétences de l'État à l'Union européenne, qui va se traduire avec la création de l'euro en 2002, donc transfert de la souveraineté monétaire. Par ailleurs, le traité de Lisbonne en 2007 réaffirme la dimension fédérale de l'Europe et donc la suprématie de l'Union européenne sur la souveraineté des États. Néanmoins, il faut nuancer cette relance de la construction européenne puisque depuis 2005, elle patine, elle connaît des difficultés avec une hostilité grandissante des peuples qui s'est cristallisée lors du Brexit de 2016. Enfin, troisième temps, ce dirigisme étatique est remis en cause par l'affirmation de la décentralisation. Cette affirmation de la décentralisation, c'est la grande politique de François Mitterrand avec les lois de décentralisation de 1982-1983 qui créent en particulier les régions politiques et donc qui transfèrent une partie des compétences de l'État aux collectivités territoriales et notamment aux régions. Cette politique de décentralisation se poursuit progressivement jusqu'en 2015 avec une nouvelle réforme des régions et un regroupement de régions pour former les nouvelles régions françaises, mais aussi avec
la création de nouveaux échelons territoriaux, notamment la création administrative des métropoles qui ont pour objectif de faciliter leur rayonnement sur leur territoire en s'occupant de davantage de politiques, en particulier dans l'aménagement du territoire. Cette politique de décentralisation, elle est aussi culturelle, avec la création de grands équipements culturels dans les métropoles régionales françaises. On peut penser au Musée des cultures de la Méditerranée de Marseille, on peut penser au Centre Pompidou de Metz, on peut penser au Musée du Louvre de Lens. Cependant, l'État reste fort. Alors, anecdotiquement, le nom de ces nouveaux musées, Musée Pompidou à Metz, Musée du Louvre à Lens, réaffirme la centralité de Paris, puisque ce sont des annexes du musée parisien. Mais au-delà de ça, l'État garde de grandes compétences, l'État reste un État fort, et on le voit à travers les prélèvements sociaux, puisque la France prélève plus de 50% de la valeur du PIB français est le fruit des prélèvements obligatoires en France, ce qui est un record en Europe. Et donc on le voit que c'est un État qui garde une administration encore extrêmement importante et qui s'occupe d'un grand nombre de domaines économiques et sociaux. Malgré tout, malgré ces réformes, cet État reste de plus en plus critiqué. Et c'est le dernier point sur lequel on pourrait insister dans cette troisième partie. La critique, elle est double et elle est paradoxale. Il y a une critique du trop d'État et une critique du pas assez d'État. La critique du trop d'État est l'idée que l'État serait une grosse machine incapable de gérer la crise. Et à l'intérieur de cette critique du trop d'État, il y a une critique en particulier des hauts fonctionnaires qui avait été créé par De Gaulle en 1945, sur lesquels De Gaulle s'était beaucoup appuyé dans la période 1958-1970 pour assurer le fonctionnement de l'État, en nommant des spécialistes aux postes clés, mais qui sont critiqués dans les années 90 et au-delà comme n'ayant pas la légitimité démocratique pour mener à bien des grandes réformes. Nuançons cette critique puisque notre président actuel, Emmanuel Macron, est un ancien haut fonctionnaire qui n'avait jamais été élu avant d'être élu président de la République. L'autre critique porte sur l'idée qu'il n'y a pas assez d'État, avec notamment cette remise en cause de l'État-providence et la disparition d'un certain nombre de services publics dans les régions rurales françaises. Cette double critique a une triple conséquence. D'abord, un désamour de la vie politique, un désamour du gouvernement de la France, de la manière de gouverner, qui se traduit par une abstention grandissante aux élections. Les élections parlementaires de 2017 ont connu un record d'abstention, par exemple. Il se traduit aussi par une montée des votes radicaux et extrémistes qui critiquent la manière actuelle de gouverner la France, d'un côté avec l'extrême droite du Front National, et de l'autre côté avec la gauche radicale, notamment des Insoumis, qui a fait près de 20% à l'élection présidentielle de 2017. En conclusion, on peut voir que l'action de gouverner la France a connu des évolutions notables de 1946 à nos jours, avec une inflexion en 1970, un accroissement des compétences de l'État de 1946 et 1970, et une diminution progressive des compétences de l'État de 1970 à 2006, même s'il faut, pas 2017, pardon, même s'il faut insister sur l'idée que l'État français reste un État fort, parce qu'en effet, il s'inscrit dans un héritage très ancien qui remonte à l'époque médiévale et qui considère que l'État est la structure fondamentale d'exercice de la souveraineté et d'exercice de l'action politique en France. On peut se demander plein de choses. On peut se demander si on va assister dans les années à venir à un renforcement des États
dans un contexte d'une forme de démondialisation qui serait un effet Trump, ou au contraire à une poursuite de l'affaiblissement des États avec un renforcement, au contraire, de la gouvernance mondiale. Voilà mon ouverture, hein. Démondialisation, mondialisation, et quelle est la place de l'État face à la question de la mondialisation. Ça peut être extrêmement pertinent. Bon travail.